En quelques secondes, l'équilibre d'un pays a basculé. Un officier de 34 ans est passé du front poussiéreux au couloir du pouvoir. Alors que des décennies d'influence extérieure semblaient figées dans une stabilité que beaucoup croyaient permanente, que change cela pour vous si Ibrahim Traoré redéfinit réellement les règles du jeu géopolitique actuel? Le véritable choc vient après, car ce moment n'est pas seulement une transition politique observée de loin, c'est peut-être le point de départ d'un déplacement silencieux du pouvoir mondial. Et ceux qui comprennent ce signal tôt voient l'histoire avancer avant les autres. Vous êtes sur le point d'entendre une réalité que la plupart des discours publics évitent d'exposer clairement, non parce qu'elle serait secrète, mais parce qu'elle révèle comment le pouvoir fonctionne réellement lorsqu'il change de main. Vous comprendrez le mécanisme réel derrière ce basculement. Ce n'est pas une information pour spectateurs passifs. Si quelqu'un s'arrête ici, tout cela peut sembler n'être qu'une actualité parmi d'autres concernant Ibrahim Traoré Burkina Faso, alors qu'en réalité, il s'agit d'un test grandeur nature sur la manière dont un État peut tenter de reprendre contrôle de ses ressources, de sa sécurité et de sa trajectoire. Sans cette grille de lecture, beaucoup risquent d'interpréter les événements avec des cadres dépassés, de croire aux explications superficielles ou de manquer les signaux faibles qui indiquent déjà une transformation plus profonde. Restez jusqu'au bout. En revanche, permet de voir apparaître la logique cachée qui relie décision, réaction internationale et conséquences concrètes. Ce que beaucoup ont pris pour un simple changement de pouvoir cachait en réalité une rupture structurelle déjà en marche. Derrière les discours officiels, un chiffre révélait l'ampleur réelle de la fracture. Plus de 40% du territoire échappait au contrôle de l'État. Cette donnée n'était pas un détail statistique, mais le symptôme visible d'un mécanisme plus profond qui s'était installé lentement au fil des années. L'origine remonte à une période où le pays était décrit à l'étranger comme stable, alors que sur le terrain, la sécurité se dégradait et que les groupes armés circulaient librement dans certaines régions. Ce décalage entre image internationale et réalité locale a créé une tension silencieuse, nourrie par la perception que les décisions majeures concernant les ressources, la défense et l'économie se prenaient souvent loin du territoire lui-même. Dans ce contexte, l'ascension d'Ibrahim Traoré n'est pas apparue comme un accident politique, mais comme le produit d'une accumulation lente de frustrations. Avant d'être dirigeant, il vivait au contact direct des soldats envoyés au front avec des moyens limités, pendant que les richesses nationales continuaient d'être exportées. Cette contradiction, visible pour ceux qui combattaient mais rarement discutée publiquement, a progressivement transformé une inquiétude diffuse en volonté de rupture. Un témoignage local illustre ce basculement. Dans une ville marchande du pays, des habitants ont expliqué qu'ils avaient longtemps entendu parler de prospérité nationale sans jamais voir d'électricité stable ni de routes praticables. Ce contraste concret a renforcé l'idée que le problème n'était pas seulement sécuritaire ou économique, mais structurel. À partir de ce moment-là, le phénomène a cessé d'être une crise parmi d'autres. Il est devenu un signal indiquant que quelque chose de plus vaste était en train de se déplacer dans l'équilibre régional autour de Ibrahim Traoré, Burkina Faso. À ce stade, pour comprendre la direction que prenait la situation, plusieurs observateurs se sont tournés vers une figure capable de lire les signaux avant qu'ils ne deviennent visibles pour tous. Un analyste régional de sécurité ayant travaillé sur les dynamiques sahéliennes depuis plus d'une décennie. Son rôle n'était pas de soutenir ni de critiquer, mais d'examiner les faits tels qu'ils apparaissaient sur le terrain. Selon lui, le détail décisif n'était pas l'arrivée au pouvoir elle-même, mais la vitesse à laquelle certaines décisions ont commencé à modifier des équilibres installés depuis longtemps. Il évoquait notamment un épisode précis survenu peu après les premières mesures politiques, dans une zone rurale autrefois considérée comme instable. Des habitants ont signalé un changement inhabituel. La présence militaire locale, auparavant sporadique, était devenue régulière. Ce simple ajustement logistique avait suffi à rouvrir un marché hebdomadaire qui était resté fermé pendant des mois. L'impact n'était pas spectaculaire à l'échelle internationale, mais pour les habitants, il était immédiat. Un second cas, observé dans une région différente, montrait un schéma semblable. Des agriculteurs qui avaient abandonné leurs champs à cause de l'insécurité ont commencé à revenir cultiver. Non pas parce que la situation était totalement stabilisée, mais parce qu'ils percevaient un changement d'intention politique dans leur lecture. Ibrahim Traoré ne représentait pas seulement une autorité nouvelle, mais une orientation différente. Ces indices isolés
placés côte à côte, formaient un motif reconnaissable pour les analystes attentifs. À partir de là, l'histoire change d'échelle. Tout a commencé par une rupture nette. Avant, les décisions stratégiques suivaient un rythme lent. Après, elles se sont enchaînées rapidement. La transition n'a pas été progressive. Elle a ressemblé à un basculement. D'abord, un signal politique, puis une réaction internationale. Ensuite, une série d'ajustements internes. Les premières mesures associées à Ibrahim Traoré ont visé les structures considérées comme dépendantes de partenaires extérieurs. Des audits ont été lancés, des contrats ont été examinés. Certaines coopérations ont été réévaluées. Chaque action, prise isolément, semblait administrative. Ensemble, elles formaient une trajectoire. La tension est montée. Des institutions financières ont exprimé des réserves. Des partenaires historiques ont parlé de risques. Des analystes ont évoqué l'incertitude. Plus les avertissements s'accumulaient, plus le soutien populaire semblait se renforcer. Ce contraste a surpris plusieurs observateurs. Ce qui était perçu à l'extérieur comme un facteur d'instabilité apparaissait à l'intérieur comme un signe d'affirmation nationale. Le phénomène s'est amplifié quand certaines décisions ont touché des secteurs stratégiques liés aux ressources naturelles et à la sécurité. Puis l'effet domino. Des discussions régionales se sont intensifiées, des alliances se sont rapprochées, des positions diplomatiques ont changé de ton. À ce stade, la situation n'était plus un simple épisode politique, elle avait commencé à produire des répercussions visibles au-delà des frontières. Des marchés suivaient les annonces, des chancelleries recalculaient leurs scénarios, des investisseurs observaient avec prudence. Le moment charnière est arrivé quand une mesure a franchi une ligne symbolique, la réduction directe d'une présence étrangère dans le dispositif sécuritaire national. Ce geste n'était pas seulement opérationnel, il redéfinissait le message envoyé au reste du monde. Les conséquences ont été immédiates. Des pressions économiques ont été évoquées, des retards logistiques signalés, des avertissements diplomatiques transmis, mais au lieu de ralentir, la dynamique s'est durcie. Dans les capitales voisines, certains dirigeants ont commencé à considérer qu'une réponse collective pourrait modifier l'équilibre régional. Des discussions trilatérales ont alors émergé, suggérant qu'aucun de ces États ne voulait rester isolé face à des mécanismes internationaux jugés contraignants. La phase de déclenchement était terminée. La phase d'escalade avait commencé, et le véritable impact ne faisait que se préparer. Ce qui donne la mesure réelle d'une transformation n'est pas l'intention affichée, mais les chiffres observables une fois les décisions appliquées. Dans ce cas précis, la lecture commence par une comparaison simple, avant les réformes. Une grande partie des ressources produites quittait le territoire sans générer d'amélioration visible localement, après les premières mesures. Les autorités ont annoncé vouloir réorienter ces flux vers l'économie nationale. Cette transition marque un passage d'un modèle d'extraction vers un modèle de rétention. Un indicateur global illustre l'échelle du phénomène. Les exportations d'or du pays atteignaient des milliards de dollars alors qu'une part importante de la population vivait avec moins de 2 dollars par jour. Ce contraste signifie que la richesse nationale existait mais circulait peu dans l'économie quotidienne. L'écart entre richesse produite et niveau de vie révèle un désalignement structurel profond. Un second indicateur montre la vitesse du changement. En quelques mois seulement, plus de 30% du budget national ont été réorientés vers la défense locale et la souveraineté agricole. Ce ratio indique une priorité stratégique claire plutôt qu'un ajustement marginal. Il signale que les décisions ont été pensées pour produire des effets rapides sur la sécurité et l'autonomie alimentaire. Un troisième chiffre met en lumière l'impact humain direct. Plus de 500 écoles ont été annoncées comme construites en 3 ans grâce à des recettes liées aux ressources nationales. Ce total suggère que certaines politiques ne se limitent pas à des déclarations mais se traduisent par des infrastructures visibles. Pour les familles concernées. Cela transforme une abstraction économique en réalité quotidienne. Pris ensemble, ces données dessinent une image plus lourde que les discours. Elles indiquent que le phénomène associé à Ibrahim Traoré Burkina Faso ne se limite pas à un changement politique, mais correspond à une tentative mesurable de reconfigurer la circulation du pouvoir économique. Il existe pourtant une autre lecture, défendue par certains analystes et décideurs, et elle mérite d'être examinée sérieusement. Selon cette perspective, les transformations rapides observées pourraient se comporter des risques réels, notamment pour la stabilité économique et diplomatique.
Ils soutiennent que des ruptures trop brusques avec des partenaires historiques doivent fragiliser les chaînes d'approvisionnement, réduire l'accès aux financements internationaux et accroître l'incertitude pour les investisseurs. Dans cette optique, la prudence ne serait pas un frein, mais une condition de survie pour un État enclavé dépendant de flux extérieurs. Ce raisonnement possède une logique solide. Dans plusieurs précédents internationaux, des pays ayant modifié soudainement leurs alliances ont effectivement subi des pressions financières ou commerciales. Les partisans de cette analyse soulignent que les avertissements émis par certaines institutions ne relèvent pas forcément d'une volonté de domination, mais parfois d'une réaction prévisible face à un environnement jugé imprévisible. Autrement dit, l'inquiétude internationale pourrait être interprétée comme un mécanisme de gestion du risque plutôt que comme une stratégie de blocage. Cependant, une autre série d'observations nuance cette conclusion. Les soutiens d'Ibrahim Traoré avancent que l'argument de l'instabilité ignore un facteur central. La situation antérieure n'était pas nécessairement stable pour la population locale. Dans leur lecture, un système peut sembler fiable de l'extérieur tout en étant fragile de l'intérieur. Ils ajoutent que certaines transformations structurelles ne peuvent se produire sans une phase d'incertitude, car changer un équilibre implique toujours de perturber l'ordre établi. Lorsque ces deux analyses sont placées côte à côte, le débat cesse d'être binaire. Il devient un exercice de compréhension plus profond. Tout bascule ici. Un élément nouveau est apparu au moment où beaucoup pensaient déjà avoir compris la trajectoire. Des échanges discrets, signalés par plusieurs sources, ont évoqué l'existence de propositions de coopération venues d'acteurs étrangers souhaitant rétablir certains accords antérieurs. Ce détail, en apparence secondaire, a modifié la lecture stratégique de la situation, car il suggérait que les dynamiques visibles n'étaient qu'une partie d'un jeu plus vaste, où les négociations informelles pouvaient peser autant que les décisions publiques. La portée de ce tournant tient à ce qu'il révèle indirectement. Si ces démarches ont réellement existé, cela signifie que les transformations engagées suscitaient suffisamment d'impact pour provoquer des tentatives d'influence en coulisses. Ibrahim Traoré se retrouvait alors non seulement face à des défis internes, mais aussi au centre d'une compétition d'intérêts cherchant à orienter ses choix. La scène ne se limitait plus au territoire national. Elle s'étendait à un espace diplomatique invisible où chaque proposition devenait un test de direction politique. À partir de ce point, le rythme du récit change. Ce qui ressemblait à une succession d'événements devient une confrontation de trajectoires possibles. Et cela laisse entrevoir que tout ce qui a été observé jusque-là pourrait n'être que la surface d'un processus encore plus profond. À partir de ce tournant, les effets ont commencé à se manifester bien au-delà des cercles politiques. Ce qui se décidait dans les bureaux et les réunions se traduisait désormais dans la vie concrète, visible, mesurable. Et soudain, les conséquences n'étaient plus théoriques. Du côté des institutions publiques, la pression s'est intensifiée. Les autorités ont dû arbitrer entre maintenir une ligne d'indépendance et préserver des relations indispensables pour les échanges extérieurs. Chaque décision devenait un calcul délicat entre souveraineté et stabilité. Dans ce contexte, la marge d'erreur se réduisait, car la moindre mesure pouvait être interprétée comme un signal stratégique par des partenaires étrangers. Pour les entreprises, surtout celles dépendantes d'importations ou de financements internationaux, l'incertitude s'est traduite par une prudence accrue. Certaines ont ralenti leurs investissements, d'autres ont diversifié leurs partenaires pour limiter les risques. Ce comportement n'indique pas forcément une crise immédiate, mais il révèle un changement d'anticipation. Le marché commençait à intégrer l'idée que les règles du jeu pouvaient évoluer. Chez les citoyens, l'impact était plus direct. Les variations de prix de produits essentiels, la disponibilité irrégulière de certains biens et les rumeurs circulant dans les marchés ont créé un climat d'attention constante. Dans ce type de situation, la perception compte presque autant que la réalité, car elle influence les décisions quotidiennes, du simple achat à la planification familiale. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré symbolisait à la fois un espoir de transformation et une incertitude quant au coût de cette transition. À l'échelle régionale, enfin, les effets de propagation sont devenus visibles. Des pays voisins ont observé attentivement chaque évolution, conscients que toute modification durable de l'équilibre interne pouvait influencer leurs propres calculs politiques et économiques. Ce phénomène d'observation mutuelle a transformé une trajectoire nationale en signal régional. À ce stade, une chose devenait claire, personne n'était réellement en dehors de l'impact. À ce stade, 3 trajectoires principales se dessinent si l'on prolonge simplement les tendances actuelles sans supposer d'événements imprévus.
La première correspond au scénario le plus probable. Dans cette hypothèse, les changements engagés continueront d'avancer, mais à un rythme irrégulier, alternant phases d'accélération et moments de stabilisation. Les relations extérieures resteraient prudentes plutôt que rompues, et l'économie s'adapterait progressivement à un environnement plus autonome, sans rupture brutale. Ce chemin n'annonce ni effondrement, ni miracle, mais une transition lente où chaque progrès exigerait un coût réel. Une deuxième possibilité représente la trajectoire la plus favorable. Elle supposerait que les réformes produisent des résultats visibles assez rapidement pour rassurer partenaires et marchés. Dans ce cas, les tensions diplomatiques diminueraient, les investissements reviendraient graduellement, et l'image internationale évoluerait d'un récit de risque vers un récit d'expérimentation réussie. Ce scénario reste exigeant, car il dépendrait d'une coordination efficace entre politiques internes, stabilité sécuritaire et crédibilité économique. La troisième hypothèse correspond au scénario le plus difficile. Si les pressions extérieures s'intensifiaient et que les ajustements internes tardaient à produire des effets, la situation pourrait se tendre davantage. Des contraintes financières plus fortes, combinées à des attentes populaires élevées, créeraient alors un test de résilience pour l'État et pour la population. Ce type de phase n'est pas rare dans les périodes de transformation rapide, mais il exige une capacité d'adaptation élevée. Au fond, l'enjeu n'est pas de deviner lequel se réalisera. L'essentiel est de comprendre que chacun reste possible, après avoir parcouru les dynamiques globales et les scénarios possibles. Une question devient inévitable pour toute personne qui observe cette situation de près. Qu'est-ce que tout cela change concrètement pour elle? Ce type d'évolution géopolitique peut sembler lointain, presque abstrait, jusqu'au moment où ses effets se reflètent dans les prix, les opportunités économiques ou les équilibres internationaux qui influencent indirectement la vie quotidienne. Comprendre ce qui se joue n'est donc pas seulement un exercice intellectuel, mais une forme d'anticipation. Pour ceux qui suivent activement l'actualité et cherchent à lire les tendances avant qu'elles ne deviennent évidentes, cette période constitue un avantage potentiel. Leur compréhension plus fine des mécanismes leur permet d'interpréter les signaux faibles et d'éviter les réactions tardives. Observer attentivement les décisions liées à Ibrahim Traoré peut ainsi devenir une manière de mieux saisir les mouvements plus larges qui traversent les relations internationales. Pour ceux qui se sentent seulement touchés de loin, l'impact existe malgré tout. Les changements dans les équilibres régionaux influencent les flux commerciaux, les marchés de matières premières et même les récits médiatiques globaux. Sans suivre ces évolutions, il devient plus difficile de comprendre pourquoi certaines réalités économiques ou politiques se transforment soudainement. Et pour ceux qui pensent ne pas être concernés, l'histoire montre que les basculements majeurs sont souvent perçus comme lointains jusqu'au jour où leurs effets deviennent immédiats. Ignorer ces transformations n'empêche pas qu'elles se produisent. Cela signifie seulement les découvrir plus tard. Aïe. Quelle que soit la position de chacun, une chose demeure. Comprendre ce type de situation donne toujours une longueur d'avance mentale. Les transformations profondes ne se stabilisent jamais toutes seules. Elles exigent des actions concrètes, coordonnées et mesurables. Si une trajectoire durable doit réellement émerger, elle ne pourra pas reposer uniquement sur des déclarations ou des intentions. Elle dépendra d'une mise en œuvre précise, étape par étape, impliquant plusieurs niveaux d'acteurs. Au niveau des autorités centrales d'abord, la priorité consiste à traduire les orientations politiques en résultats observables. Cela implique de définir des objectifs clairs, des délais réalistes et des indicateurs publics permettant d'évaluer les progrès. Dans le cas associé à Ibrahim Traoré, la crédibilité à long terme dépendra moins des annonces que de la capacité à démontrer. Chiffres à l'appui. Que les décisions produisent des améliorations tangibles dans la sécurité, l'économie et les services essentiels. Du côté des organisations économiques et des entreprises, l'enjeu sera l'adaptation stratégique. Elles devront identifier les secteurs capables de fonctionner dans un environnement plus autonome, renforcer les chaînes d'approvisionnement locales et diversifier leurs partenaires pour réduire les vulnérabilités externes. Le succès pourra être mesuré par la stabilité des activités, la continuité des échanges et la confiance progressive des acteurs économiques. Enfin, pour les citoyens et les communautés, le rôle reste souvent sous-estimé mais décisif. Leur participation peut prendre la forme d'initiatives locales, de contributions à des projets collectifs ou simplement d'un suivi attentif des politiques publiques. Les indicateurs de réussite se verront dans des signes concrets: amélioration des conditions de vie, accès plus régulier aux ressources, sentiment accru de sécurité,
Car au final, ce ne sont pas les promesses qui transforment un pays, ce sont les actions réellement mises en œuvre. On repense alors à cette scène évoquée plus tôt, celle d'un observateur décrivant les premiers signes presque imperceptibles d'un changement de trajectoire. À ce moment-là, rien ne semblait spectaculaire, aucun discours retentissant, aucun événement mondial, seulement des indices discrets qui, mis bout à bout, formaient un motif lisible pour ceux qui savaient regarder attentivement. Depuis ce point de départ, le parcours a pris une autre dimension. Ce qui paraissait n'être qu'une transition politique s'est révélé être un processus plus large, mêlant décisions économiques, réactions internationales et attentes populaires. Suivre cette évolution, c'était assister à la transformation progressive d'une hypothèse en réalité tangible, où chaque étape ajoutait une pièce supplémentaire à un tableau de plus en plus clair. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré est devenu moins une figure isolée qu'un symbole interprété différemment selon l'angle d'observation. Pour certains, il incarne un pari risqué. Pour d'autres, une tentative de redéfinition historique. Mais dans les deux cas, son rôle marque un point de bascule qui dépasse sa seule personne et renvoie à une question plus vaste sur la manière dont les nations cherchent à reprendre la maîtrise de leur destin. Ce récit, au fond, n'est pas seulement celui d'un dirigeant ou d'un pays. C'est celui d'un moment où des choix déterminent la direction d'une génération entière. Et à partir de là, la question n'appartient plus seulement à l'histoire, elle appartient à ceux qui la regardent se faire. Peut-être que ce récit vous laisse une impression différente selon votre propre regard, et c'est précisément ce qui le rend vivant. Certains y verront un exemple de transformation audacieuse, d'autres une expérience incertaine dont l'issue reste ouverte. Mais quelle que soit l'interprétation, une chose unit tous les observateurs, le sentiment qu'un processus important est en cours et qu'il mérite d'être compris plutôt que simplement survolé. Si cette histoire vous semble digne d'attention, alors elle mérite aussi d'être partagée avec ceux qui cherchent à comprendre les mutations du monde au lieu de les découvrir trop tard. Non pour convaincre, ni pour imposer une opinion, mais pour élargir la réflexion collective et permettre à davantage de personnes d'observer ces signaux avec un regard plus lucide. Et maintenant, la question la plus intéressante reste ouverte. Selon vous, quel facteur pèsera le plus dans l'évolution future de cette situation? Les décisions internes, les pressions extérieures ou la réaction des populations?